Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant que le blog s'appelle Davex Universe, quand il s'appelait encore Music is so Nice, j'avais fait de nombreux retours sur la carrière de réalisateurs, de nombreuses rétrospectives. Ces dossiers n'ont forcément jamais eu droit à une vidéo. Je vais donc les remettre en vidéo au fur et à mesure, de temps en temps. On va commencer par le premier qui avait eu droit à son retour sur mon blog. C'était donc Sam Raimi. Sam Raimi est né en 1959 et alors qu'il est à l'école, alors qu'il est encore un jeune étudiant, il s'installe dans un appartement avec plusieurs amis à lui, parmi lesquels Bruce Campbell, Scott Spiegel, Francis McDormand ou encore les frères Cohen. Ensemble, ils vont commencer à monter des courts-métrages et divers films. Ainsi, de 1972 à 1979, c'est pas moins de 14 courts-métrages que va réaliser, voire produire et écrire Sam Raimi. Sans faire le tour de tous ces films, on pourra notamment noter Within the Woods, qui est une espèce de préversion d'Evil Dead avec déjà Bruce Campbell. Et tout ce travail très artisanal donnera notamment naissance au premier film de Sam Raimi, qui est donc Evil Dead. Et c'est donc en 1981 que sort en salle Evil Dead, un film à tout petit budget, tourné avec pas grand chose, 350 000 $, quelques techniciens, à peine une quarantaine de personnes. Au montage d'ailleurs, Sam Raimi fait même appel à son ami Joel Cohen. Au casting, pareil, une bande d'amis, Bruce Campbell, Helen Sandwise, Richard Demanacor, Betsy Baker, Teresa Tilly, et Sam Raimi lui-même qui fait une voix dans le film. Le scénario lui-même, à la base, ça va pas chercher bien loin. On a 5 amis qui vont s'installer dans une cabane dans les bois. Dans la cave, ils trouvent un magnétophone, ils le mettent en marche, et il y a une espèce de voix étrange qui en sort, qui semble émettre une incantation. Et les forces du mal vont se réveiller et commencer tout doucement à entrer dans la cabane, à l'entourer, et ça va commencer à être l'horreur. Lors de sa conception, le film est pensé réellement comme un vrai film d'horreur, un film digne d'effrayer les gens qui iront le voir en salle. Mais qui dit équipe relativement amateur et qui dit budget minime font que si on revoit le film aujourd'hui, on y voit aussi beaucoup d'humour. Sam Raimi lui-même dira qu'en fait, il n'y a aucun humour, c'est surtout les effets spéciaux très limités qui donnent ce côté comique au film. Les effets et le surjeu des comédiens qui, pour la plupart, ne seront pas connaître par la suite, hormis Bruce Campbell qu'on retrouvera notamment dans beaucoup de séries B. Mais ce qui reste remarquable dans Evil Dead, c'est non seulement l'univers qu'il déploie, mais aussi aujourd'hui la maestria avec laquelle Sam Raimi filme tout ça. Il sait déplacer sa caméra, il se permet même des plans jamais vus à ce moment-là au cinéma, notamment en posant une caméra sur une moto et en fonçant à toute blinde à travers la forêt avec. C'est risqué, mais ça donne des plans absolument fous. Le film dure à peine 1h20, donc il n'invente rien de bien nouveau, il y a souvent de quoi rire, ne serait-ce qu'avec le personnage de Bruce Campbell, non pas qu'il fasse des blagues ou qu'il soit particulièrement drôle, mais il a tendance à fracasser le décor à chaque nouvelle apparition. Alors, le revoir aujourd'hui montre beaucoup de lacunes du film, hein, malgré les différentes versions qui sont sorties, les différentes remasterisations. On sent encore l'âge du film, et on aura surtout tendance à le revoir dans le but de revoir la première suite, Evil Dead 2 bien plus réussi, ou un Evil Dead 3 bancal, mais beaucoup plus drôle et plus volontairement. Reste que ce Evil Dead, ça reste quand même un monument du cinéma pour un tout petit budget. Mais il faut bien dire ce qui est, malgré le succès commercial incroyable rencontré par le film à l'époque, ce qui peut s'expliquer, hein, puisqu'il est de qualité, ce n'est pas vraiment ce film qui a lancé la carrière de Sam Raimi. D'ailleurs, son film suivant passera totalement inaperçu. Et ce film, ce sera Mort sur le grill. Mais avant de s'atteler à la réalisation de Mort sur le grill, Sam Raimi réalise en 85 le court-métrage The Sappy Sap. Suite à ça, il va donc se tourner vers un film nommé aux États-Unis Crime Wave et en France Mort sur le grill, avec parfois même une faute sur la jaquette. Coécrit par les frères Cohen, le film met en scène, en termes d'acteurs, Rick Birney, Paul L. Smith, Brian James, Louise Lasser, des acteurs globalement méconnus, mais on retrouve aussi Bruce Campbell, Francis McDormand, Ted Raimi, le frère de Sam donc, Robert Tappert, producteur des films de Sam Raimi, ou encore les frères Cohen eux-mêmes. L'histoire, c'est celle d'un type nommé Vic Ajax, c'est quand même un nom assez improbable, un héros qui va se mettre dans de sales draps par une nuit d'orage. Déjà parce qu'il tombe amoureux, mais ensuite parce que son patron a décidé que cette nuit, il allait se débarrasser de lui.
Le reste du film, c'est quelque chose d'assez improbable, une espèce de cartoon coloré tout en étant assez sombre, et dans lequel on va retrouver donc des séquences mettant en scène un personnage, puis un autre, des fois sans véritable logique, mais honnêtement, c'est un film certes méconnu, mais vraiment intéressant et surtout vraiment drôle. Mais justement, ce côté cartoon, cet humour, ça plaira pas forcément au public qui zappe totalement le film. Il est à noter qu'il a coûté près de 3 millions de dollars et qu'il en a rapporté 5000. C'est un bid assez monumental. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde a oublié le film et c'est assez dommage. Pour l'avoir découvert assez récemment, c'est vraiment un film assez drôle qui mérite d'être vu une fois à l'occasion. Alors, c'est pas un grand film, mais c'est un film qu'on regarde, on rigole et on s'en souvient en fait. Notamment par le biais de quelques séquences dont on retrouve la virtuosité de Rémi, et notamment une séquence de jet d'assiette. Ça peut paraître inutile de le préciser, mais c'est une séquence qu'on retrouvera assez régulièrement dans les films de Rémi par la suite. Bon, tout ça pour dire que c'est pas encore une fois avec ce film que Rémi va se faire sa réputation, mais si vous arrivez à le trouver, et bizarrement il est pas si difficile que ça à trouver au jour d'aujourd'hui, vous pourrez passer un bon moment devant ce petit mort sur le grill. Mort sur le grill. Mort sur le grill, sorti le 15 janvier. Et après ce petit moment, Sam Raimi attend 1987 pour sortir enfin une suite à Evil Dead, et sort donc Evil Dead 2. Un film nettement plus ambitieux que le premier, puisqu'il en nantit cette fois d'un budget de 3,5 millions de dollars. Le film reprend Bruce Campbell et se passe directement à la suite du premier film. Ceci dit, petite subtilité, puisqu'il démarre par un résumé du premier film qui a été retourné pour les besoins d'Evil Dead 2. Ce qui fait qu'il y a certains événements qui sont modifiés. Ce qui n'empêche aucunement d'apprécier une suite qui, à mon sens, fait partie des meilleurs films, et tout simplement, c'est un de mes films préférés. De manière générale, tout réalisateur est toujours confondu. Evil Dead 2 reprend donc alors que Ash Williams a été possédé par un démon, et il va essayer de s'en débarrasser. Le film va cette fois-ci prendre clairement le chemin de la comédie d'horreur, avec des moments vraiment horrifiques et d'autres qui sont à mourir de rire. Le film est pas très long, il dure 1h25, mais on a largement le temps de s'étouffer de rire. Le H maladroit du premier film qui avait tendance à casser tout le décor, cette fois-ci il va continuer à casser le décor, et notamment des assiettes, sur lui-même généralement. Il va se trancher une main, il va se battre avec sa main. Et le film, c'est un ensemble de scènes absolument incroyable, qui est bien aidé par des maquillages complètement fous. La virtuosité de Sam Raimi est encore bien présente, avec des plans absolument hallucinants et faits d'une façon étonnante, puisqu'il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Une fois de plus, il a fait appel à ses amis, puisqu'on retrouve Scott Spiegel, Robert Tappert à la production, avec Bruce Campbell. Et Evil Dead 2, c'est difficile d'en parler plus, tout simplement parce que le concept est simple. C'est juste un mec possédé qui va se battre contre un démon, dans une cabane dans les bois. Mais ce qui est très fort, c'est vraiment ce mélange d'humour et d'horreur qui fonctionne parfaitement, du début à la fin du film. Il n'y a pas un moment de temps mort, il n'y a rien du tout. C'est le meilleur film ou un des meilleurs films de Sam Raimi, un des meilleurs films pour moi dans son genre. Cette nuit, les âmes des morts surgissent. Evil Dead 2. Evil Dead 2. Ils mourront au petit jour. Et c'est évidemment grâce à Evil Dead 2 que Sam Raimi va réellement commencer à se faire connaître, qu'il va réellement commencer à faire parler de lui. Ça va lui permettre aussi, notamment de réaliser un clip pour Iggy Pop, Cold Metal.
va aussi démarrer une activité de producteur en dehors de ses films ou de ceux de ses amis, notamment en produisant Easy Wheels de David O'Malley et The Dead Next Door de J.R. Bookwalter. Et pendant plusieurs mois, Sam Raimi développe des scénarios avec son frère Ivan Raimi dans le but d'adapter un comics. Il voudra adapter The Shadow. Il va essayer d'acquérir les droits, mais il va finalement jamais y arriver. Le film sera au passage réalisé par quelqu'un d'autre. Frustré, il décide de créer son propre super-héros, toujours avec l'aide de son frère Ivan Raimi, avec lequel il va co-développer un scénario. Ce super-héros, ce sera Darkman. Darkman, c'est Peyton Westlake, un généticien reconnu qui vit avec sa petite amie qui est avocate. Le jour où elle récupère un document qui rapporte les agissements d'un douteux de Louis Strack, celui-ci envoie des tueurs pour le récupérer. Quand les tueurs arrivent sur place, ils trouvent uniquement Peyton, ils vont le massacrer, le défigurer. Lui va réussir à survivre, il va s'échapper. Suite à différentes opérations, il ressent plus la douleur, ce qui va lui donner une grande force. Et il va se mettre à travailler sur une peau synthétique, ce qui va lui permettre de changer de visage. Évidemment, il va utiliser ses nouvelles capacités dans le but de stopper Louis Strack. Sans surprise, dans le rôle principal, Sam Raimi voudrait Bruce Campbell, mais les studios le refusent, ils jugent qu'il n'est pas assez bon acteur, qu'il n'est pas assez reconnu. Sam Raimi va alors se tourner vers Liam Neeson, un acteur à l'époque quasi inconnu, non pas qu'il n'ait pas tourné, il a quasiment une vingtaine de films au compteur, sauf que pour la plupart c'est des films assez méconnus, certains sont plus connus mais il n'est pas de grand rôle. Donc Liam Neeson se retrouve d'un seul coup tête d'affiche, à ses côtés on retrouve Francis McDormand, Larry Drake, Ted Raimi, le frère de Sam donc, Ivan Raimi joue également dans le film, et on va retrouver dans des petits rôles Neil McDonough, John Landis, William Lustig, Scott Spiegel, Bruce Campbell ou Joel Cohen. Bruce Campbell fait un caméo à la fin du film et c'est un très beau caméo en plus. Et avec Darkman, Sam Raimi réalise un excellent film de super-héros. Avec un budget assez limité, il réussit à donner vie à son personnage, aux effets nécessaires, et au final c'est une réussite. Ça coûte 16 millions de dollars cette fois-ci, donc c'est un budget un peu plus confortable. Ça se voit pas toujours à l'écran, mais le résultat fonctionne parfaitement. Liam Neeson est suffisamment charismatique, ses capacités donnent lieu à certaines scènes d'action réussies, et en plus de ça, le drame sous-jacent à l'histoire, il est assez touchant. La scène de fin, celle avec le caméo de Bruce Campbell, donnerait presque les larmes aux yeux. Alors évidemment, l'évolution en elle-même, elle est assez classique, mais on sent déjà que Raimi, en plus d'aimer les super-héros, aime l'histoire qui s'y rapporte. Et que s'il devait un jour réaliser un vrai film de super-héros basé sur des personnages existants, il pourrait réellement transcender le matériau d'origine. In the darkest hour. Julie, who's the real monster here? There's a light that shines on every human being. But one. From director Sam Raimi. Darkman. D'ailleurs, il réussit tellement son film qu'ironiquement, des comics Darkman verront le jour par la suite. Et en plus de comics, c'est également 2 suites qui verront le jour en 95 et en 96, produites de loin par Sam Raimi et réalisées par Bradford May. Bon, on va pas y aller par 4 chemins, les suites sont totalement ratées, et en plus de ça, Liam Neeson n'y revient pas, il est remplacé par Arnold Vosloo, un acteur sans charisme, qu'on a retrouvé plus tard dans La Momie, entre autres. Suite à ça, en 92, Sam Raimi participera à l'écriture du film The Nut House, en collaboration avec Scott Spiegel. Il produira également en 91 Lunatics A Love Story, un film de Josh Baker avec Bruce Campbell et Ted Raimi. Et plus surprenant, en 93, il produit Chasse à l'homme de John Woo, un film avec Jean-Claude Van Damme. Evil Dead 3, donc, ou plutôt Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, sort en 1992 avec un budget de 11 millions. Evil Dead 3 prend directement la suite du film précédent. Donc à la fin du film précédent, Ash passait par une espèce de portail spatio-temporel
On le retrouve ici, il retombe dans les environs des années 1300. Dans un monde très différent du sien, il sera d'abord considéré comme un démon, armé de sa tronçonneuse et de son fusil, avant d'être considéré comme quelqu'un qui peut aider le peuple à lutter contre les démons. Lui, de son côté, son but, c'est surtout de retrouver le Necronomicon pour rentrer chez lui. En fait, pendant tout le film, il se conduit un peu comme un lâche. Vous l'aurez compris, je pense, en regardant les images et en entendant le pitch du film, on change totalement de style ici. On quitte la cabane dans les bois, on est dans un monde totalement différent, et surtout on est dans une pure comédie qui délaisse un peu l'horreur, un peu trop souvent d'ailleurs. Evil Dead 3 reste surtout un film assez bancal, dû notamment à la bataille que se sont livrés Sam Raimi et le producteur. Dino De Laurentiis a retourné de nombreuses scènes qu'il a intégrées au montage du film, et notamment la fin. Dans la version cinéma du film, celle qu'on a pu découvrir à l'époque en salle, à la fin, Bruce Campbell revient dans son monde. On se rend compte au passage qu'il travaille depuis longtemps dans un magasin de bricolage, et il revoit les démons qui sont de retour. Le film se termine comme ça. Dans la version de Sam Raimi, à la fin du film, Ash se retrouve propulsé dans le futur, dans une terre où les robots ont réduit les humains en esclavage. Et ce fut la fin de la saga, puisqu'il n'y a jamais eu d'Evil Dead 4. Tout du moins dans un premier temps. Impossible aujourd'hui de savoir ce qu'aurait donné le film de Sam Raimi sans l'influence de Dino De Laurentiis, puisqu'on n'a pas vraiment de montage de Director's Cut validé officiellement par Sam Raimi. Reste que quand on regarde Evil Dead 3 aujourd'hui, quoi qu'il en soit et malgré son côté bancal, on peut pas s'empêcher de rire. Le film est vraiment drôle. Alors parfois il est complètement dépassé visuellement, il y a des moments qui sont franchement incellés. Le film a pris un beau coup de vieux, mais il reste malgré tout encore très sympa à regarder si on a aimé les deux premiers. Évidemment, on y retrouve Bruce Campbell dans le rôle de Ash. On peut aussi noter la présence de Embeth Davidtz, de Bridget Fonda, ou encore dans des petits rôles de Ted Raimi et Sam Raimi. Pour le reste, Evil Dead 3 a surtout noté la fin d'une première partie de carrière pour Sam Raimi qui va s'orienter ensuite vers des projets totalement différents et qui va surtout prendre l'habitude de changer de style à chaque projet pendant plusieurs années. Ce qui forcément rend très intéressant la suite de sa carrière. Mais avant ça, il va continuer à écrire des films, à en produire, on va parler de quelques-uns très rapidement. Il pourra plus s'asseoir. Et la terreur satanique de l'armée des ténèbres. Qui est avec moi? On casse de l'os. Pas de quartier. Touché. C'est moi. Manqué. C'est commode, un fusil. Après les fameux Evil Dead et Evil Dead 2, le troisième chapitre. Les sacs d'os, saluez le 21e siècle. L'armée des ténèbres. Bon débarras. Et bon voyage, tête de mort. En 1994, on le retrouve par exemple au scénario du Grand Saut, un des films les plus méconnus des frères Coen. Toujours en 1994, il produit Time Cop de Peter Hyams, un autre film avec Jean-Claude Van Damme. Il va avoir une fascination pour Van Damme à l'époque certainement. Et par la suite, il va se tourner totalement vers le monde de la série télé. Il va produire en 1994 toujours, on le retrouve à la production de la série Hercule, qui durera 111 épisodes. Il produit au passage également 5 films de la série. Toujours en 1994, il produit Mantis, une série qui durera 22 épisodes. L'année suivante, en 1995, American Gothic, qui durera 22 épisodes également. Et toujours en 1995, petite série, un spin-off d'Hercule, parce qu'à la base il faut rappeler que c'est un spin-off, Xena la guerrière, série qui durera 134 épisodes et qui encore aujourd'hui rencontre un grand succès dès qu'elle est rediffusée. En 1995, Sam Raimi quitte ses amis, ce qui est devenu un peu sa famille, et devient donc plus ou moins Raimi sans famille. Cependant, même lui ne le sait pas vraiment, mais il s'est fait un nom à Hollywood sans même le savoir. Ou si c'est pas forcément à Hollywood même, en tout cas auprès de certains acteurs, auprès de certains réalisateurs, il a fait parler de lui. Alors quand le projet du western Mort ou Vif commence à faire un peu parler, Sharon Stone est nommée coproductrice du film. On lui demande donc quelques choix d'acteurs, on lui propose des acteurs, des réalisateurs, et on lui propose de choisir.
elle va renvoyer une liste de réalisateurs avec un seul nom, celui de Sam Raimi. Il en est lui-même surpris et appellera Sharon Stone pour lui demander si elle n'a pas fait erreur. Finalement, il est bien engagé sur le film, et Sharon Stone va même avoir son mot à dire sur le casting, notamment sur le choix de certains acteurs. Alors, au casting, on retrouve entre autres forcément Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, qui démarre sa carrière aux États-Unis, donc sur le choix de Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, qui est aussi en début de carrière et qui est aussi un choix de l'actrice, Tobin Bell, qui se fera connaître bien des années plus tard en tant que Jigsaw dans la saga Saw, Keith David, Lance Henriksen, Gary Sinise, Mark Boone Jr., et on aurait même dû y trouver Bruce Campbell pour un caméo qui a malheureusement été coupé au montage. L'acteur est quand même crédité pour avoir participé à d'autres scènes de manière plus légère et on ne le voit pas du tout à l'écran au final. Le film prend donc place à Redemption, où tous les ans a lieu un concours qui récompense le meilleur tireur. Jusqu'à présent, c'est toujours le maître de la ville qui a gagné, Hérode, Gene Hackman donc. Cette fois, on va avoir Hélène, une jeune femme qui veut participer. A priori, elle n'est pas partie pour gagner, mais elle a toutes les raisons de se battre et toutes les raisons de gagner. Le film n'est pas un western classique, en fait, il a uniquement un contexte western dont il se sert dans le cadre d'une histoire qui ne reprend pas du tout les codes du genre. Ce qui en fait un film assez à part, et un film qui profite surtout une nouvelle fois de toute la virtuosité de Sam Raimi, notamment lors de certains plans. Il faut voir le duel final par exemple pour comprendre les qualités du réalisateur. Pour autant, il prouve une fois de plus qu'il ne se base pas uniquement sur ses qualités techniques, puisqu'il va vraiment développer ses personnages et vraiment les mettre en avant durant tout le film, et surtout diriger parfaitement ses acteurs. Il a cette fois un gros casting d'acteurs connus, et pourtant ils vont l'écouter, ils vont faire ce qu'il lui dit, et ça se ressent énormément à l'écran. On y croit de bout en bout, et le film est vraiment une grande réussite. Alors, il n'est pas parfait, et on sent bien que Raimi vient d'un cinéma plus amateur, mais malgré tout, c'est difficile de lui reprocher que ce soit son rythme ou ses qualités en termes de narration, ou même de mise en scène. Tout est là pour faire de Mort ou Vif une réussite, et le film aura pourtant coûté pas mal d'argent, 32 millions de dollars, mais ce sera un échec commercial, il rapportera finalement assez peu. Tellement peu en fait que Sam Raimi en sera marqué pendant plusieurs années, pensant qu'il est déjà totalement dépassé par le système. Pourtant aujourd'hui, si vous avez l'occasion de le voir, je vous conseille de jeter un œil à Mort ou Vif, qui est un western surprenant, qui sort des clichés du genre et qui aujourd'hui est encore très agréable à regarder, notamment pour revoir ses acteurs plus jeunes. Some people deserve to die. TriStar Pictures presents Sharon Stone, I'm gonna kill you if I have to ride all the way to hell to do it. Gene Hackman, There's nothing on this earth that frightens me now. Nothing. Leonardo DiCaprio, Hey, Muppet. in a film by Sam Raimi, The Quick and the Dead. In this town, you're either one or the other. Les années qui suivent sont essentiellement consacrées à la production pour Sam Raimi, notamment la production de la série Jeux d'espions qui durera uniquement 13 épisodes, du film animé Hercule et Xena, la bataille du mont Olympe, et aussi de la série Hercule contre Arès, ou appelée Young Hercules aux États-Unis, qui durera 49 épisodes, série dans laquelle on retrouve d'ailleurs un tout jeune Ryan Gosling. En 1998, Sam Raimi sort le film Un plan simple, un film produit pour 17 millions de dollars et au casting duquel on retrouve Bill Paxton, Billy Bob Thornton ou encore Bridget Fonda. Adapté du roman du même nom par l'auteur lui-même, le film a l'inconvénient de sortir 2 ans après Fargo et de reprendre un contexte assez similaire, ce qui lui vaudra un relatif échec. Échec commercial uniquement puisque la critique sera unanime, le film est une réussite. Le film se déroule le jour de l'an où un homme, Frank Mitchell, un homme plutôt honnête, accompagné de son frère Jacob, qui est plus ou moins le contraire de lui,
et également de Lou, qui est ami de Jacob, découvre en forêt un avion qui est recouvert par la neige. À l'intérieur, il trouve uniquement le cadavre du pilote et un sac qui contient près de 5 millions de dollars. Hank se laisse finalement convaincre par ses deux amis, par ses deux compagnons, de mettre au point un plan simple. Ils veulent attendre que l'avion est découvert et voir si quelqu'un réclame l'argent. Si quelqu'un le réclame, ils vont le rendre, sinon ils vont le garder. Ça, c'est le pitch de base, évidemment, tout va pas se passer comme prévu. Avec un plan simple, Sam Raimi stoppe les expérimentations, le côté très virtuose de sa caméra, il décide de faire quelque chose de plus simple. Pas de moins ambitieux pour autant, pas de plus raté, simplement quelque chose de plus simple, de plus classique, de plus posé, dans un style lui aussi plus classique. Ce projet, c'est un projet de longue date, mais pas pour Sam Raimi. Le projet a été repris par plusieurs réalisateurs, de nombreux acteurs y ont été attachés, et c'est seulement au final que Sam Raimi a obtenu le droit de le réaliser. Mais il y met clairement tout son cœur et toute son âme, et il réalise là un policier qui fonctionne super bien. Certainement un des meilleurs dans son genre, un thriller qui est en soi une grande réussite. Moi-même n'étant pas forcément amateur des ambiances hivernales, des ambiances glacées comme c'est le cas dans le film, j'ai pourtant pris un grand plaisir à regarder celui-là. Et malgré un prix remporté au festival du film policier de Cognac en 99, ça reste aujourd'hui un des films les plus oubliés du réalisateur, qui donc encore une fois a subi la loi de Fargo sortie quelques années plus tôt. D'ailleurs, comme je l'ai dit plus tôt, le film a été un gros échec commercial, et ça commence à devenir une habitude dans la carrière de Sam Raimi, c'est-à-dire des films toujours ou très souvent très réussis, qui arrivent à séduire la critique, mais qui commercialement sont de gros échecs, et qui sont redécouverts bien des années plus tard. D'ailleurs, c'est surprenant de se dire que Sam Raimi est toujours dans le milieu et continue à réaliser des films aujourd'hui, peu certes, mais il continue à en réaliser, étant donné le nombre d'échecs qu'on pensait qu'il serait remis au placard depuis bien longtemps. Mais pour le coup, il se remettra très vite de cet échec et on le retrouvera dès l'année suivante. Place, tu aurais fait la même chose. J'aurais voulu que quelqu'un d'autre le trouve, ce pognon. Ça te fait peur? Il faut qu'on anticipe tout à partir de maintenant. Il y a plein de façons de confondre un menteur. T'es un gars normal, t'es un gentil, un gars normal. Savoir. Ils vont pas savoir. Vous pourriez nous y emmener? De quoi il s'agit? D'un avion perdu. Ce fric, je vais le rapporter et tout de suite. Sors-toi de là, vite. T'as un souci, Hank? Il va vous tuer. Il voit l'avion et c'est terminé. Bouge pas! Pose ton fusil! Jacob! J'essaie seulement de trouver un plan. Ne retourne pas! Tu te sens pas malfaisant des fois? Moi, oui. En 1999, Sam Raimi sort Pour l'amour du jeu. Certainement son film le plus cher à ce moment-là, puisqu'il lui coûte 80 millions de dollars. Grand amateur de baseball, Sam Raimi tourne dans le film avec Kevin Costner, Kelly Preston, John C. Reilly, Jenna Malone, Brian Cox ou encore J.K. Simmons. Et Ted Raimi qui fait une apparition, comme d'habitude. Le film suit l'histoire de Billy Chappell, un lanceur vedette des Tigers de Détroit, dans le monde du baseball donc, qui est le pilier et l'âme de l'équipe depuis près de 19 ans. Il a tout connu avec l'équipe, mais un nouveau propriétaire arrive, rachète l'équipe et annonce à Billy qu'il va le vendre. Dans le même temps, Billy apprend que sa copine Jane le quitte pour aller travailler à Londres. Ils doivent jouer ce soir-là un match contre les Yankees, et pendant tout le match, Chappell va repenser aux 5 dernières années et à la décision qu'il va devoir prendre à la fin du match. Sam Raimi est un grand fan de baseball, c'est pour ça que ce film l'a vraiment intéressé. Et Kevin Costner en est également un grand fan, il a déjà joué dans 2 films sur le sujet. Pourtant, pendant le film, leur amour du baseball, c'est la seule chose qui va relier Raimi et Costner, qui s'entendront assez moyennement sur le tournage. Mais malgré cela, il y a une autre chose qui les relie tous les deux, c'est le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Durant toute la production du film, Sam Raimi va être ennuyé à plusieurs reprises par les producteurs qui vont lui demander de faire des choix qui ne lui plaisent pas. Il va constamment être soutenu par Costner dans ses choix. Vous l'aurez compris avec le scénario, le film parle pas tant que ça de baseball, il s'attarde surtout sur les personnages, notamment par le biais de nombreux flashbacks. Quand j'ai découvert Pour l'amour du jeu la première fois, j'ai trouvé le film vraiment très touchant, vraiment très beau, et c'est un film qui m'a vraiment grandement surpris. Notamment parce que je n'y connais absolument rien en baseball,
et que j'ai pourtant pu apprécier le film sans aucun problème. Parce que la performance des acteurs est remarquable, et parce que Sam Raimi s'efface gentiment derrière son sujet, en ne faisant jamais de tentative folle avec sa caméra. Il filme ça de manière très simple, mais toujours au plus proche des personnages. Pour l'amour du jeu, c'est un très bon film, mais qui sera une nouvelle fois un échec au niveau commercial. Le film rapporte 40 millions de dollars alors qu'il en a coûté 80. Les échecs commencent à s'enchaîner pour Raimi, et on commence à craindre de ne plus le revoir de sitôt derrière une caméra. What's the problem, Billy? Talk to me. You don't want to talk, you just want to give me your version of why she quit. D'ailleurs, cette année-là, on le retrouvera également la production de 2 séries, la production semblant devenir une chose qu'il apprécie de plus en plus. La première étant Jack of All Trades, une série avec Bruce Campbell, et la seconde étant Cléopatra 2525, série dont j'avais jamais entendu parler auparavant. Et c'est donc en 2000, à peine un an après Pour l'amour du jeu, que Sam Raimi revient avec un nouveau film, Intuition. S'il hérite cette fois de 10 millions de budget, Sam Raimi a un autre plaisir, celui de découvrir qu'il s'est fait un véritable nom à Hollywood et que cette fois-ci ce n'est pas lui qui a choisi ses acteurs, mais les acteurs qui veulent tourner avec lui. On notera notamment cette histoire, c'est Keanu Reeves qui est venu voir Sam Raimi pour lui demander un rôle dans son nouveau film. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup de rôles à Sam Raimi, il lui reste plus qu'un second rôle. Il se sent un peu gêné de lui proposer ce rôle étant donné qu'il aura peu de présence à l'écran. Et pourtant, Keanu Reeves se fera un plaisir de l'accepter et refusera même tout autre rôle écrit spécialement pour lui. Au casting de Intuition, on retrouve Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Keanu Reeves donc, Katie Holmes, Greg Kinnear, Hilary Swank, Gary Cole ou encore J.K. Simmons et même dans un petit rôle Danny Elfman. L'histoire est celle d'Annie Wilson, une femme qui gagne sa vie en lisant les cartes aux habitants de son village. Elle a un véritable don de voyance et elle va notamment essayer de pousser une femme, Valérie, qui vient régulièrement lui parler de son mari Donnie qui la bat. Donnie qui est incarné par Keanu Reeves, donc dans un rôle à contre-emploi. Annie va également faire la connaissance de Jessica King, qui a une liaison avec Donnie et elle va avoir une vision assez morbide de son avenir. Elle va se décider à aider la police dans leur enquête quand Jessica disparaîtra. On retrouve donc un peu de surnaturel dans ce film, mais surtout on retrouve un Sam Raimi qui une nouvelle fois n'essaye pas d'en faire trop avec sa caméra et préfère se rapprocher de ses personnages. Personnages qui sont incarnés par des acteurs tellement bons qu'il lui reste finalement plus grand chose à faire. Pour autant, le film sera encore une fois un semi-échec, au box-office en tout cas, puisque d'un point de vue critique et du point de vue du film lui-même, c'est une relative réussite. Ça parle une fois de plus de surnaturel, mais encore une fois, ça parle de surnaturel uniquement en fond. Ce qui est le plus important, c'est les relations entre les personnages et surtout l'accent mis sur le personnage d'Annie et sur le personnage de Donnie, qui est donc un second rôle, qui est confié à Keanu Reeves, et Keanu Reeves est réellement effrayant dans le film. On notera aussi que le film est coécrit par Billy Bob Thornton, que Sam Raimi avait dirigé dans Un plan simple. Sans être le plus grand film de Sam Raimi, ni un grand film tout court, Intuition prouve que le réalisateur est toujours là, qu'il est toujours aussi efficace, qu'il est toujours capable de mener ses films de A à Z et de diriger un casting d'acteurs reconnus. Alors pourquoi le film n'a pas obtenu le succès qu'il méritait, ça restera un mystère, comme pour les films précédents du réalisateur. Reste que ça ne l'empêchera pas de continuer à faire du cinéma, et qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant de le retrouver, puisqu'on le retrouvera en 2002 à la tête d'un blockbuster qui va finalement enfin lui offrir la reconnaissance qu'il mérite. I could read for you. What I'm seeing, a split rail fence and a pond. I could smell flowers. You learn to leave folks alone. Can you see what I'm thinking? Can you see that in the cards? There's something bad wrong with me. It's not going now. The real danger begins if someone starts worrying that you're going to have another one of your dreams. Academy Award nominee Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Keanu Reeves, Katie Holmes, with Academy Award nominee Greg Kinnear and Academy Award winner Hilary Swank.
I got a warning today. I think somebody's gonna try and kill me. Messing with the devil's gonna get you burned. The Gift, from director Sam Raimi. Et c'est donc en 2002 que Sam Raimi peut enfin réaliser un de ses projets phares, enfin réaliser un vrai film de super-héros. Et pour ça, il va avoir la possibilité de réaliser Spider-Man avec un budget ultra confortable de 139 millions de dollars. En réalité, Spider-Man est un projet récupéré, puisqu'à l'origine il est développé par James Cameron, et le scénario dont héritera Sam Raimi est d'ailleurs un scénario qu'avait écrit James Cameron, qui sera largement remanié avant de passer à l'écran. Bon, tout le monde connaît l'histoire de Spider-Man, donc c'est l'histoire de Peter Parker qui se fait piquer par une araignée, et qui développe des super-pouvoirs semblables à celles d'une araignée. Ici, dans ce premier film, il va notamment être confronté à Norman Osborn, alias le Bouffon Vert. Et cette fois, Sam Raimi se paye un casting de haute volée, puisqu'en plus de Tobey Maguire ou Kirsten Dunst, on retrouve Willem Dafoe, James Franco, Rosemary Harris, Cliff Robertson, J.K. Simmons, Elizabeth Banks, Joe Manganiello, Lucy Lawless, Stan Lee évidemment dans son habituel caméo, et donc un petit rôle pour Bruce Campbell. Si on peut toujours se demander comment Sam Raimi s'est retrouvé à la tête d'un tel projet, étant donné ses échecs commerciaux récents, c'est pas si étonnant que ça en fait que lui ait accepté. Spider-Man, c'est le super-héros parfait pour pouvoir s'amuser avec sa caméra et filmer des scènes de combat absolument folles. C'est ce que va faire Sam Raimi dans le film. Spider-Man sera d'ailleurs un énorme succès, notamment parce qu'il est ultra divertissant, mais qu'en plus de ça, il va creuser ses personnages au maximum. Je pense qu'on peut sans risque dire qu'on s'est quasiment tous attachés à Peter Parker, et que quand on parle de Spider-Man, le premier visage qui nous vient à l'esprit, c'est pas celui de Tom Holland ou d'Andrew Garfield, c'est bien celui de Tobey Maguire. À sa sortie, le Spider-Man de Sam Raimi est sûrement le meilleur film de super-héros jamais réalisé, ou en tout cas un des meilleurs. En plus de ça, hormis quelques ennuis judiciaires dus au projet de James Cameron, la production se passera sans aucun souci et Sam Raimi n'hésitera pas à rempiler pour un deuxième film. Pour lui, la réalisation du premier, ça a été idyllique. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est mon don. Wow. C'est ma malédiction. Qui êtes-vous? Qui je suis? Je suis Spider-Man. Est-ce que je peux vous dire merci cette fois? Tu en fais beaucoup trop, tu n'es pas Superman. Et encore mieux, la somme d'argent ramassée va lui permettre d'ouvrir sa propre boîte de production avec son ami Rob Tappert, Ghost House Pictures. Si vous êtes amateur de films d'horreur, vous avez forcément vu leur logo plusieurs fois. Et notamment, en 2004, il va pouvoir sortir son premier film avec Ghost House, le remake américain de The Grudge. Forcément, après le succès de Spider-Man, Sony ne peut pas se passer de Sam Raimi pour Spider-Man 2. Ils vont donc le rappeler, ils le engagent pour ce second film, qui leur coûtera cette fois-ci 200 millions de dollars de budget. Mais cette fois, dès le début de la production, ça commence mal. Dans un premier temps, l'agent Tobey Maguire essaye de négocier un cachet plus élevé, ce que Sony refuse, et Sam Raimi se voit donc obligé de caster un autre acteur dans le rôle. Il choisit Jake Gyllenhaal et commence à tourner le film avec Jake Gyllenhaal dans le rôle de Spider-Man. Persuadé alors que Tobey Maguire ne veut pas reprendre le rôle à cause d'un problème de cachet. Sauf que le Peter Parker du premier film n'est absolument pas au courant de toute cette histoire et il sait même pas que le tournage a commencé. Quand il l'apprend, il appelle directement Sam Raimi et rapidement le problème se résout et Tobey Maguire reprend le rôle, Jake Gyllenhaal quittant alors totalement le projet. Pour le reste du casting, pas de surprise, on ajoute simplement Alfred Molina dans le rôle d'Otto Octavius, alias le Docteur Octopus. On retrouve Ted Raimi, on retrouve Stan Lee, John Landis pour un caméo, Daniel Day Kim, ou encore Bruce Campbell pour un nouveau caméo.
La thématique du film reste la même. On trouve un Peter Parker qui va devoir faire face à ses responsabilités en tant que super-héros, et donc délaisser une partie de sa famille. Mais surtout choisir entre l'amour, le respect qu'il voue à Otto Octavius et ses vraies responsabilités. Spider-Man premier du nom était une grande réussite en tant que film de super-héros. Spider-Man 2 le surpasse à tous les niveaux. Dans son genre, Spider-Man 2 c'est même quasiment un chef-d'œuvre. Le film gagne énormément en profondeur et fait entrer le film de super-héros dans une nouvelle ère, en profitant en outre de la qualité de Sam Raimi en tant que réalisateur et de ses scènes d'action toujours aussi folles. Mieux installés, les acteurs sont encore meilleurs, encore plus charismatiques, encore plus efficaces. Globalement, le film est meilleur sur tous les points. Ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est que la production a été beaucoup plus difficile pour Sam Raimi. Les conflits avec les producteurs ont été plus nombreux, et Danny Elfman affirme que, durant le tournage du film, Sam Raimi s'est totalement transformé. Du type sympa, comique, qui a commencé le tournage, il est devenu de plus en plus irritable au fur et à mesure de celui-ci. Et comme ça peut arriver parfois, ces conflits ont rendu le film ici encore meilleur. Alors ce sera pas le cas à tous les coups, on le verra dès le prochain film. Mais sur ce Spider-Man 2, ça donne un résultat franchement bluffant. Et un film qui reste aujourd'hui un des sommets du genre. S'il nous faut parfois renoncer à ce qui nous tient le plus à cœur. On va voir qui se cache derrière le masque. Et pendant la production de Spider-Man 2, Sam Raimi ne reste pas sans rien faire, puisqu'il coécrit avec Bruce Campbell le scénario de Man with the Screaming Brain que réalisera Bruce Campbell lui-même, et on le retrouve également à la production de plusieurs films. Avec sa société, il produit Boogeyman de Stephen T. Kai, The Grudge 2 évidemment, de Takashi Shimizu toujours, Les Messagers d'Oxide Pang et Danny Pang, Rise de Sébastien Gutiérrez, ou encore 30 jours de nuit de David Slade. Tout ça avant d'entamer le tournage donc du très attendu Spider-Man 3. Et c'est donc en 2007 que sort Spider-Man 3 pour un budget de près de 260 millions de dollars. Un budget tellement énorme que Sam Raimi n'aura quasiment aucun contrôle sur le film. À la base, le réalisateur souhaite en faire un simple film de transition pour préparer l'arrivée plus tard d'un Spider-Man 4, certainement avec Venom. Peter Parker doit alors uniquement affronter des ennemis mineurs de l'univers Marvel dans le cadre de ce film. Une décision et un scénario qui ne plaisent pas à Sony, qui va s'ingérer dans la production et qui va constamment obliger le réalisateur à revoir son scénario, notamment en intégrant Venom contre son choix. Il faut savoir que Sam Raimi n'aime pas le personnage de Venom à l'origine, par contre il sait que les fans adorent ce personnage et qu'ils veulent le voir dans un film. Il compte donc lui réserver un film entier une fois qu'il aura eu le temps de l'écrire et d'en faire le meilleur personnage possible. Ici on va l'obliger à l'intégrer au forceps dans le scénario, d'où le traitement totalement raté du personnage. Une intégration tellement forcée que Raimi n'en choisit rien, même pas l'interprète. En fait, il arrive un jour sur le plateau et il découvre que Topher Grace est présent sur place. Quand il lui demandera pourquoi il est là, il lui répondra qu'il a été engagé pour incarner Eddie Brock, donc le Venom. Rapidement, Raimi le soupçonne même d'être une espèce de taupe pour les producteurs, ce qui va dégrader la relation entre les deux hommes qui vont pas du tout s'apprécier durant le tournage. Au passage, on notera aussi que Danny Elfman ne participe plus à la musique, il est remplacé par Christopher Young, simplement parce que Elfman a commencé à se disputer avec Sam Raimi à la fin du tournage de Spider-Man 2, dans lequel le réalisateur commençait à être irritable à cause des décisions des producteurs. Évidemment, ce sera encore plus le cas ici, et le tournage sera très compliqué pour lui. Ce qui n'empêche pas le film d'avoir des vrais morceaux de bravoure, notamment lors des scènes d'action qui sont certainement les meilleures de la saga. Par contre, c'est à peu près la seule chose qui sera réussie.
Le reste, c'est des traitements vraiment très limites des personnages, au point que les acteurs eux-mêmes sont obligés de surjouer pour qu'on y croie. Côté casting, on retrouve quelques petits nouveaux comme Thomas Haden Church, Topher Grace donc, ou encore Bryce Dallas Howard. Et on retrouve une nouvelle fois des caméos de Ted Raimi ou Bruce Campbell. On croise aussi James Cromwell rapidement. Mais Spider-Man 3, ça restera globalement un échec critique. Commercialement, le film marchera très bien, mais du point de vue de la critique, ce sera un raté. Ce qui peut s'expliquer par les nombreuses tensions durant le tournage. Un film bancal, un film malade qui reste globalement un bon film malgré tout, un bon divertissement, mais qui n'atteint pas du tout le niveau espéré. Et Sam Raimi en sortira vraiment blessé. On a tous un jour besoin d'aide, Peter, même Spider-Man. Qu'est-ce qui t'arrive? J'en sais rien, mais je dois l'arrêter. Parker. J'ai fait des choses horribles. Je suis certaine que tu trouveras un moyen de tout arranger. Attention! Salut Parker, ce pourrait être la fin de Spider-Man. Il faut que tu m'aides. Nous devons tourner la page, où tout ce qui nous unit appartiendra au passé. D'ailleurs, il s'est tellement épuisé sur le tournage de Spider-Man 3 qu'il n'a pas fait grand-chose à côté pendant cette durée-là. On le retrouvera simplement à la production de la série Legend of the Seeker et du minable The Grudge 3. Il faudra ensuite attendre 2 ans simplement pour le retrouver sur les écrans pour un film dans lequel il va lâcher toute sa rage et toute sa frustration. C'est donc en 2009 qu'il sort Jusqu'en Enfer, un film qu'il réalise, mais qu'il scénarise également avec l'aide de son frère Ivan Raimi et qu'il produit avec l'aide de Robert Tappert. Un film dans lequel on retrouve beaucoup du Sam Raimi des débuts, du Sam Raimi amateur de films d'horreur, et qui va ici en réaliser un excellent. On y suit Christine Brown, une femme responsable de prêts bancaires, qui un jour va voir débarquer à son bureau Madame Ganuche, qui lui demande un crédit pour sa maison. Christine hésite entre sa compassion et la pression de son patron. Elle va finir par choisir sa carrière et du coup mettre Madame Ganuche à la rue indirectement. Pour se venger, la femme lui jette une malédiction et elle va vivre bientôt un véritable cauchemar. Dans ce film, on retrouve tout ce qui faisait le Sam Raimi des débuts, hormis le côté virtuose de la caméra qui est ici beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Pour le reste, on retrouve du sang, on retrouve des liquides divers éjectés de n'importe quelle partie du corps, on retrouve de l'horreur, et c'est assez jouissif de retrouver un Sam Raimi qui semble de nouveau s'amuser derrière la caméra. Après la tension ressentie sur le tournage de Spider-Man 3, on sent qu'il lâche absolument tout, et il livre au passage un film d'horreur comme on n'a plus forcément l'habitude de les voir déjà en 2009. C'est-à-dire un film d'horreur qui est totalement assumé, qui va jusqu'au bout, qui n'hésite pas à ajouter du gore, des moments carrément cartoon par moment. On s'attend presque à voir le H de Evil Dead débarquer. Pourtant Bruce Campbell ne joue pas dans le film, au contraire de Ted et Sam Raimi qui y ont tous les deux un petit rôle. Hors générique, le film dure à peine plus d'1h30. Au casting, on retrouve Alison Lohman, Justin Long, et ce sera à peu près les seuls noms connus. Pour le reste, c'est un casting qui vient à peu près de tous les horizons, et qui donne vie à un film qui, pour moi, a été une véritable surprise. Ici, le réalisateur semble totalement s'épanouir, se faire plaisir, vouloir faire plaisir au public, et à la limite, on aimerait même peut-être presque voir une suite du film. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, et Sam Raimi va ensuite se lancer dans un autre projet qui, lui, ne verra pas le jour. Someone has cursed you. He's the Lamia, the most feared of all demons. For the first 3 days, the spirit torments its victims. After that, it will come to take you. Take me where? To burn in hell for eternity. It's coming for me. Please listen to me.
There's nothing coming for you. How do I get rid of this? You can give the curse away. Parce que directement à la suite de Jusqu'en Enfer, Sam Raimi se lance dans l'écriture d'un nouveau film. Et ce film, malgré les tensions avec Sony, c'est ni plus ni moins que Spider-Man 4, sous-titré The Wedding. Finalement, le film ne se fera jamais, le scénario sera réécrit plusieurs fois, mais ne sera jamais accepté par Sony, qui en parallèle lancera le projet Amazing Spider-Man, et se débarrassera gentiment de Sam Raimi. Alors pendant les 4 ans qui vont suivre, il va se lancer dans la production de diverses séries et films. On va le retrouver derrière Spartacus, derrière Priest de Scott Charles Stewart, derrière Possédé de Ole Bornedal, mais surtout derrière un film dans lequel il va s'impliquer à 200%, le remake de Evil Dead par Fede Alvarez. Un remake qui est franchement réussi, qui a plus forcément grand chose à voir avec le film original, mais qui retrouve ce côté extrême dans le gore également, et extrême dans l'horreur. Et qui au passage se paye un tout petit caméo de Bruce Campbell en scène post-générique, caméo qui n'a pas grand chose à faire dans le film et qui fait toujours plaisir à voir. Il va donc falloir attendre 2013 pour revoir Sam Raimi derrière une caméra pour un long métrage, et pour un long métrage que à peu près tous les réalisateurs américains voudraient réaliser, Le Monde Fantastique d'Oz, un préquel du Magicien d'Oz. On y suit Oscar Diggs, un petit magicien pas bien reconnu, et à la moralité douteuse, qui va être emporté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas jusqu'au pays d'Oz. Arrivé sur place, il va rencontrer entre autres 3 sorcières, il va se retrouver impliqué dans les problèmes qu'affrontent Oz et ses habitants. Le film est entre autres l'occasion pour Sam Raimi de retrouver au casting James Franco et d'y associer Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams, Bruce Campbell et Ted Raimi dans des petits rôles, mais aussi Zach Braff. Zach Braff qui est un grand fan du Magicien d'Oz, il suffit de voir ses épisodes de Scrubs dans lesquels il y a beaucoup de références au film culte. Réalisé pour Disney, le film bénéficie d'un budget de 215 millions de dollars qui remboursera largement. Le film sera reçu de manière assez mitigée, que ce soit par la critique ou par le public, mais ça reste globalement un succès au niveau commercial tout du moins. Force est de reconnaître malgré tout que cette production Disney n'est pas grandiose, qu'on n'y retrouve pas forcément tout le talent qu'on y voit habituellement chez Sam Raimi, même si sa 3D fonctionne très bien, et s'il possède quelques scènes visuellement impressionnantes. Mais l'humour un peu trop forcé de l'ensemble et la morale un peu trop facile ont tendance à rendre le film moins fort qu'il aurait pu l'être. Et pour la dernière apparition de Sam Raimi à aujourd'hui, c'est pas forcément sa plus grande réussite, même si ça reste un film tout à fait sympathique et un divertissement tout à fait regardable. Evanora, pour vous servir. Le trésor royal du pays d'Oz. Il vous appartient, à condition que vous parveniez à vaincre la méchante sorcière. Méchante à quel point? Des villes ont été détruites. Des enfants sont devenus orphelins. Le grand magicien du Kansas. J'espérais votre venue. Vous seul pouvez rétablir la paix. Moi? Vous allez mourir! Vous allez mourir! Ces corbeaux disent que nous allons mourir, j'ai bien entendu. Seule la force de votre magie peut encore nous sauver. Dites-moi que vous êtes capable de vous battre. Non, mais nous chantons. Messieurs, petit entracte. L'ennui, c'est que je ne suis peut-être pas un vrai magicien. Oui, mais personne ne le sait. Vous êtes bien plus compétent que vous ne le pensez. N'êtes-vous pas le grand homme que nous attendions? Si, c'est fort possible. Depuis la sortie du Monde Fantastique d'Oz, Sam Raimi n'est plus repassé derrière une caméra pour le grand écran. Par contre, on l'a retrouvé quand même derrière la caméra de 2 épisodes de la série Rake, qu'il a également scénarisé. On l'a retrouvé à la production du film Murder of a Cat de Gillian Green,
du téléfilm Knifeman, qui est en fait le pilote d'une série télé qui a jamais vu le jour, du remake de Poltergeist par Jill Kennan, mais on l'a également et surtout retrouvé derrière la série Ash vs Evil Dead. Et s'il ne réalise que le pilote de la série, il en a écrit également quelques épisodes, série dans laquelle on retrouve donc Bruce Campbell et qui aura duré 3 saisons. 3 saisons que le public a adoré, et on se demande encore pourquoi la série a été annulée, d'autant qu'elle se termine exactement là où devait se terminer le 3e film original. Du coup, on y a pris du plaisir, on n'a pas beaucoup avancé et on connaîtra probablement jamais la fin d'Evil Dead. On retrouve également la production de Don't Breath de Fede Alvarez, de Crawl d'Alexandre Aja et du remake de The Grudge de Nicolas Pesquet. Pour le retrouver derrière une caméra, on peut aussi signaler le court-métrage The Black Gondola, un court-métrage avec Johnny Depp et J.K. Simmons, entre autres, auquel il a légèrement participé. En 2021, on a retrouvé également Sam Raimi à la production d'autres films, notamment le film La Chapelle du Diable. On l'a retrouvé également sur Les Pages de l'Angoisse et sur Don't Breath 2. On retrouve Sam Raimi en 2022 à la réalisation du film Doctor Strange and the Multiverse of Madness, sur un scénario de Michael Waldron avec à la musique le retour de Danny Elfman, et au casting entre autres Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor ou encore Rachel McAdams. Et dire qu'on attendait ce second Strange, c'est un doux euphémisme, parce qu'après le départ de Scott Derrickson, c'est Sam Raimi qui le remplace au pied levé, et on retrouve donc Raimi chez Marvel, malgré les soucis qu'il y a pu y avoir sur Spider-Man 4, soucis qui étaient essentiellement liés à Sony. Donc on retrouve Strange qui se réveille après un cauchemar. Il essayait de sauver une certaine America Chavez avant d'essayer de lui prendre son pouvoir. Quand il la croise réellement et apprend qu'elle vient d'un autre univers, peut voyager dans le multivers et est poursuivi par un démon qui veut lui voler son pouvoir, il décide de la protéger. Alors on a pu lire à droite et à gauche qu'il s'agit d'un film d'horreur, qu'il est gore, qu'il est fou. C'est faux, il s'agit d'un film de super-héros marvelien qui possède quelques instants horrifiques, fous, et se montre un peu plus sanglant que la moyenne. Vous faites pas de fausses idées, pareil si vous vous attendiez à retrouver la caméra virevoltante du Raimi des débuts. Non, ici c'est propre, bien découpé, la seconde moitié regorge d'idées parfois drôles, parfois effrayantes et parfois touchantes. Strange 2 est un film des plus réussis, mais pour des raisons différentes de ce qu'on pourrait croire. Déjà parce que pour une fois, Marvel a su servir de la communication pour surprendre. Sans en dire plus, attendez-vous à quelques surprises. Mais aussi parce que le cœur de son film, il va le chercher dans l'émotion la plus puissante qui existe. L'amour guide non seulement tous les personnages ici, mais c'est une force de destruction en tant qu'une force de sauvetage. Tous ont vu leur destin basculer pour la même raison, celle qui va les faire s'affronter dans ce film. Et rien que pour ça, Strange 2 est probablement le film le plus sombre et le plus triste du MCU. Forcément coincé entre la personnalité de son réalisateur et un cahier des charges étouffant, le film parvient largement à s'imposer comme le meilleur du studio depuis un moment. C'est loin d'être parfait, mais on en sort plus que satisfait. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal. Et la suite pour Raimi, en termes de mise en scène, on sait pas trop. Est-ce qu'il restera chez Marvel? Est-ce qu'il fera un Spider-Man 4? Il en parle, mais sans certitude. Donc on sait pas trop ce qu'il fera derrière la caméra. On sait juste qu'en tant que producteur, il sera notamment associé au Evil Dead Rise de Lee Cronin, qui sortira donc dans le courant de l'année. En tout cas, si vous aimez le réalisateur ou si vous l'aimez pas, je vous invite à laisser votre commentaire sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.